Les baby boomers, qui représentent le tiers de la population canadienne, sont actuellement en majorité dans la quarantaine. Mais en fait, plus de 300 000 d'entre eux vont même atteindre la cinquantaine cette année. Pour les femmes baby boomers, cela veut dire l'arrivée de la ménopause, une étape importante de la vie. Un moment où les femmes se demandent si elles vont prendre ou non des hormones pour contrer les effets néfastes de la ménopause. Actuellement, au Canada, 15% des femmes prennent des hormones. Au Québec, ce chiffre est de 30%. Ce n'est pas une décision facile à prendre, parce que si l'hormonothérapie présente de réels avantages, il y a aussi de sérieux inconvénients dont il faut aussi tenir compte. Une femme dans la cinquantaine n'est plus une vieille femme. Elle est jeune, en forme, active professionnellement, et elle tient à le rester. Cependant, la cinquantaine, c'est aussi le début de la ménopause, qui marque la fin de la période fertile de la femme. Mais alors qu'au début du siècle, l'espérance de vie des femmes était de 45 ans, elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. C'est donc 30 ans de leur vie que les femmes vivront avec un corps, disons-le, qui ne répond plus comme à 20 ans. Ça, c'était collé au plancher. Yolande, Pierrette et Marielle abordent cette période de leur vie en se questionnant. Dès que c'est passé, on peut espérer avoir une qualité de vie qui est très supérieure à ce qu'on vient de vivre. En fait, de 45 à 55 ans, il y a peut-être un 10 ans. Où est-ce qu'on se questionne actuellement, là? À savoir si je dois aller vers l'hormonothérapie ou pas. C'est un 10 ans de ma vie? Oui. Mais il me semble qu'on ne peut pas s'empêcher de se faire aider par la science. Du début de l'adolescence jusqu'à environ 50 ans, les ovaires de la femme sécrètent tous les mois des hormones qui assurent les règles normales. À partir de la quarantaine, il se produit un ralentissement graduel de la sécrétion d'estrogène. Vers 50 ans, la femme a perdu près de 60% de son estrogène. C'est la fin des menstruations. Il s'ensuit toute une série de symptômes qui, pour certaines femmes, peuvent être très incommodants, sinon insupportables. J'étais à une fête en fin de semaine, puis j'en ai eu des bouffées de chaleur, puis j'étais vraiment hors de moi. Puis j'ai beaucoup d'agressivité que j'avais peut-être pas avant. J'ai du stress qui s'accumule, j'ai de la fatigue qui s'accumule. J'ai quand même une tâche qui est quand même pas très grande au niveau du travail, donc c'est peut-être pas le travail tel quel. C'est probablement relié beaucoup aux symptômes de la ménopause. Au début des années 50, la médecine a cru avoir enfin trouvé l'élixir de jeunesse. On offrait aux femmes ménopausées, naturellement ou après hystérectomie, une hormone de remplacement, l'estrogène. Elle éliminait tous ces symptômes désagréables et redonnait aux tissus et au système en général une nouvelle vitalité. Mais l'estrogène, à cause de son effet stimulant sur les parois de l'utérus, est vite devenu responsable d'une montée importante des cancers de l'utérus dans les années 70. On a donc ajouté une autre hormone, la progestine, qui provoque le déclenchement des règles. Non seulement cette hormone a réduit le nombre de cancers de l'utérus, mais elle offre une protection accrue contre un tel cancer. Mais s'il ne s'agit que de remplacer une substance que le corps ne produit plus, pourquoi l'hormonothérapie crée-t-elle encore tellement de remous? C'est que depuis plus de 20 ans, il s'est publié des dizaines et des dizaines d'études sur l'efficacité de l'hormonothérapie. Mais dans bien des cas, ces études en arrivent à des résultats contradictoires. Ainsi, les hormones ont un effet bénéfique sur l'atténuation des symptômes de la ménopause, sur la prévention de l'ostéoporose, des maladies cardiaques et possiblement sur la maladie d'Alzheimer. Mais l'envers de la médaille, c'est que l'hormonothérapie augmente aussi les risques de cancer du sein. Voilà ce qui freine l'enthousiasme. Le docteur Antoine Loutfi, directeur de la clinique du sein à l'hôpital Royal Victoria à Montréal, confirme cette donnée. Il y a un risque, surtout chez les femmes qui prennent les hormones pour une période de longue durée. Dans plus que 10 ans, il y a des études qui ont montré qu'il y a un risque plus élevé. Le risque est de combien? C'est un pourcentage.
L'été dernier, la Harvard Medical School rendait publique une étude d'envergure. Effectuée auprès de 120 000 infirmières suivies pendant 20 ans, l'étude confirme les bienfaits des hormones au niveau du cœur et de la masse osseuse. Mais prise pendant plus de 5 ans, l'hormonothérapie augmenterait le risque de cancer du sein de 46,8 %. Et ce pourcentage s'élèverait avec l'âge. Mais que signifie une telle statistique? Pour le docteur Marie-Dominique Beaulieu, épidémiologiste et professeur de médecine familiale à l'Université de Montréal, il ne faut surtout pas croire que près de la moitié des femmes qui prennent des hormones auront un risque accru de cancer du sein. Prenons les femmes qui sont de 50 à 59 ans, disons. On sait des dernières études de Statistique Canada que le risque relatif, en termes absolus, est de 1 sur 48. C'est-à-dire une femme sur 48 dans ce groupe d'âge-là risque d'avoir un cancer du sein. Ça se traduit, si les gens aiment les pourcentages, dans le fond, à un risque qui est de 2,1 % pour une femme qui est entre 50 et 59 ans. Ça, c'est pour l'ensemble de la population. Le risque moyen, c'est ça. Disons qu'on attribue que l'hormonothérapie prise pendant plus que 6 à 10 ans augmente de 50 % le risque. Ça va s'augmenter effectivement de 50 %, mais vous allez voir, on va tomber donc de 1 sur 31 au lieu d'une sur 48. Et en fait, en termes de pourcentage de risque dans ce groupe d'âge-là, on est rendu à 3,2 %. Ce qui veut dire qu'une femme sans facteur de risque haut de cancer du sein qui est entre 50 et 59 ans, qui prendrait une hormonothérapie pendant plusieurs années, pas seulement quelques années, verrait son risque de cancer du sein dans les faits augmenter de 2,1 à 3,2 %. Donc, le 3,2, en fait, c'est 50 % de plus du 2,1. C'est là où il est, le 50 %. Exactement. Maintenant, prenons un autre exemple. À 60 ans, on a un risque qui est un peu plus augmenté, qui est de 1 sur 34. Une femme sur 34 dans cet âge-là va faire un cancer du sein. Ça veut dire, ça, que c'est en fait un risque qui est de 2,9 %. Pas compliqué, hein? C'est 1 divisé par 34, ça fait 2,9 %. Si elle prend cette fameuse hormonothérapie, elle va augmenter son risque à 1, si vous voulez, sur 23. Une femme sur 23 qui prendrait une hormonothérapie pendant plus que 10 ans. Et en fait, en chiffre, encore en pourcentage, ça veut dire 4,4 %. Je pense que ça illustre là, vraiment là, ce que ça signifie. Et ça ne signifie surtout pas que c'est la moitié des femmes. Mais alors, que sait-on du rôle de l'estrogène et de la progestérone dans le développement d'un cancer du sein? On sait que l'œstrogène fait développer les cellules cancéreuses, augmente la multiplication des cellules cancéreuses. Donc, s'il y a déjà des cellules cancéreuses, ça va proliférer avec l'estrogène. D'autre part, on ne sait pas si c'est ça qui peut provoquer la naissance de cellules cancéreuses. Probablement pas. Ça se peut. Je ne dirais pas que ça ne pourrait pas. Mais en général, il faut que la femme ait une prédisposition pour développer un cancer du sein. Puis l'œstrogène stimule ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il est évident que pour une femme à risque élevé de cancer du sein, par exemple celle qui a une histoire familiale de cancer du sein, la décision de prendre des hormones doit être pesée sérieusement. Car même si tout compte fait, le risque n'est pas si élevé, personne ne veut faire partie du pourcentage affecté. Les maladies du cœur frappent les femmes ménopausées de plein fouet. Elles tuent plus que n'importe quelle autre maladie. En 1990, par exemple, plus de 40 % des décès chez les femmes de tous âges étaient dus à des maladies cardiovasculaires. À la ménopause, les risques pour les femmes rejoignent et dépassent même ceux des hommes. On en déduit que la protection de l'estrogène y est pour quelque chose. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de maladies cardiovasculaires chez les femmes qui prennent des hormones, hein? On s'aperçoit comment? Bien, ils l'ont dit dans les études, ils disent à la télé, ils disent n'importe où dans les médias. C'est un fait, hein? Sauf que c'est tellement récent qu'on ne peut pas nous dire telle femme qui était à risque de maladie cardiovasculaire, par exemple, et effectivement, on a pu les sauver. Ça, tant qu'on ne me dira pas ça, moi, je me dis que je prends des risques à prendre des hormones. Et en ce qui concerne les hormones, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Le docteur Michel Moreau, qui est responsable de la clinique de la ménopause à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, donne régulièrement des conférences pour informer les femmes sur les bienfaits de l'hormonothérapie.
Au niveau cardiovasculaire, on dit que le risque relatif quand on prend des hormones, c'est 0,5. On diminue de 50 % notre risque de faire une maladie de cœur quand on prend des hormones. Le principe est relativement simple. On croit que l'estrogène contribue à faire baisser chez la femme le taux du mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Par contre, il aide à maintenir un taux élevé du bon cholestérol, le HDL cholestérol. L'estrogène donne aussi une élasticité qui facilite la dilatation des vaisseaux sanguins. Par ailleurs, depuis que l'on a ajouté la progestérone au traitement des femmes qui ont encore leur utérus, plusieurs spécialistes comme le Dr Michel de Guise, cardiologue, sont moins convaincus de tous ces effets bénéfiques. Il n'y a aucun doute que l'élévation des HDL va être beaucoup moins prononcée, ce qui est majeur parce que les HDL, c'est un facteur de risque important chez la femme ou un facteur de protection, on devrait dire, très important chez la femme. Alors, c'est sûr, ça c'est certain que la progestérone atténue ça. Il y a des études récentes qui l'ont montré. Elle n'annule pas l'effet bénéfique, mais elle l'atténue. Alors, d'emblée, on peut dire que ce 50 % observé risque d'être un peu moindre, certainement, avec la combinaison des traitements. L'hormonothérapie n'est certes pas la seule et unique réponse à la prévention cardiaque chez les femmes ménopausées. On sait aujourd'hui que l'activité physique et le maintien d'un poids santé améliorent grandement la condition cardiaque. De plus, le seul fait d'arrêter de fumer réduit de 50 à 80 % les risques de maladies cardiovasculaires. Les deux pieds bien plantés. Un des bienfaits de l'hormonothérapie les moins contestés, c'est son effet sur l'ostéoporose. En effet, avec la chute d'estrogène chez la femme après la ménopause, l'os se fragilise. Le tissu osseux tel qu'on le voit ici est plus ou moins dense jusqu'à la ménopause. Puis, il diminue radicalement après la chute du taux d'hormones, rendant l'os beaucoup plus poreux. Il en résulte de nombreuses fractures du fémur, de la hanche et parfois aussi une courbure de la colonne vertébrale. L'ostéoporose touche une Canadienne sur 4. Les hommes entre l'âge de 30 et 90 ans vont perdre 15 % de leur masse osseuse. Les femmes entre l'âge de 30 et 90 ans vont perdre 45 % de leur masse osseuse. Et pourquoi cette différence? C'est que les femmes perdent leurs estrogènes à la ménopause, alors que les hommes, eux, conservent leur testostérone. Et au niveau osseux, la testostérone est bénéfique autant que l'estrogène, a le même effet que l'estrogène et permet à l'os de rester en place. Bien sûr, l'exercice physique et les suppléments de calcium sont indispensables pour prévenir la dégénérescence osseuse. Mais ils ne peuvent agir seuls. Les suppléments d'estrogène sont presque devenus incontournables. De plus, pour en tirer le maximum de bénéfices, il faut commencer le traitement hormonal dès les premiers signes de la ménopause. Une femme qui prendrait une hormonothérapie 1 an ne pourrait pas escompter avoir réduit son risque d'ostéoporose de façon remarquable. Si elle en a pris 6 ans, 7 ans, puis qu'elle choisit d'arrêter, elle a probablement déjà un acquis assez grand pour l'ostéoporose. Évidemment, ça va chuter avec l'arrêt, mais elle aura sauvé ces 7 années-là. Donc, il n'y a aucun danger d'en prendre à moyen terme, si on veut. Les risques apparaissent beaucoup plus à long terme. Et nous voilà revenus au point de départ. Plus la thérapie est longue, plus ses effets bénéfiques vont porter fruit. Mais en contrepartie, les risques du cancer du sein vont augmenter. En général, si elle prend des hormones pour 4-5 ans, ça va. Probablement, ses symptômes vont s'améliorer, puis elle va se sentir bien, puis probablement par la suite, elle peut arrêter. C'est ça ce qui est important. Il faut discuter la situation avec la femme, lui expliquer quels sont les pour et les contre. Quand on pense prévention cardiovasculaire, prévention ostéoporose, eh bien, il faut penser prévention à long terme, donc utilisation de l'hormonothérapie pendant de longues périodes, soit plus que 10 ans, idéalement 15 à 20 ans, et même encore là, possiblement toute la vie durant. Parce qu'on va exposer ces dames-là à prendre des médicaments pendant 30 ans, sans être convaincu des effets bénéfiques qui sont reliés. Alors, je pense que ça, il faut être prudent. Puis quand on fait de la prévention sur des larges parties de la population, il faut avoir des preuves plus tangibles que celles dont on dispose. Mais c'est possible que dans 5 ans, mon discours ait changé avec les études qui vont rentrer, là.
L'hormonothérapie demeure donc un choix personnel qui doit tenir compte des antécédents et de la santé de chacune. De toute évidence, ça n'est pas encore un choix unanime du monde médical. Et les femmes risquent de débattre de cette question encore longtemps. Est-ce que c'est pas un phénomène normal, là, que je pourrais De laisser... ne pas être bien puis de continuer à le supporter, c'est merveilleux. Non, mais est-ce que c'est pas normal d'avoir 10 ans de ta vie? Puis offrez-le au Seigneur Jésus, ça va mieux. Comment peut-on espérer